Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Nous nous retrouvons pour ce numéro 2 de la série des cours que j'ai décidé de donner dans le cadre de cette chaire de boomérologie. Je me trouve toujours sur le terrain, sur le territoire du Booméristan, et pourtant le sujet d'aujourd'hui ne provient pas de mes expériences de terrain, étant donné qu'il se trouve que le Booméristan est en ce moment soumis à un épisode particulièrement intense et prolongé de sécheresse humide. Mais qu'à cela ne tienne, ces aléas de la météo, du climat, en Booméristan, ça s'appelle désormais le climat, ne nous empêcheront pas d'approfondir nos connaissances, de poursuivre nos recherches de boomérologues, car Internet continue par endroits à fonctionner dans le Booméristan et nous fournit des sujets les uns plus juteux que les autres. Alors là, en l'occurrence, c'est le magazine Slate, la version française, l'édition française de Slate. Je ne sais pas si le sujet a aussi été couvert par l'édition anglophone. Moi, j'ai trouvé ça dans la version francophone. Qui nous livre une véritable petite allégorie de la vision du monde, du mode de vie de la Weltanschauung boomer. J'ai déjà relayé cet article sur mon fil Telegram. Je replacerai bien sûr en description de cette vidéo un lien vers la publication en question de mon fil Telegram, ce qui permettra à ceux qui ne seraient pas encore abonnés au fil Telegram de s'y abonner. C'est bien utile puisque vous savez, depuis quelque temps, je publie tantôt sur YouTube, mais pour les podcasts, exclusivement audio, je privilégie la plateforme de podcast qui est aussi celle de mon blog, c'est-à-dire Substack. Et puis évidemment, il y a les textes sur Substack. Et donc voilà, abonnez-vous au fil Telegram qui vous permettra de ne pas perdre contact avec mes publications, quel que soit leur support. Et donc dans cet article de Slate, qui m'avait d'ailleurs été recommandé par un des abonnés du fil Telegram, les feedbacks sont souvent extrêmement précieux. Le titre, déjà, c'est bon, c'est très prometteur, c'est bon. Ça m'a tout de suite alléché. Le titre étant Le projet fou d'une croisière à 8 millions de dollars pour le restant de ses jours. Alors, c'est une sorte d'utopie boomérologique. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire aussi le chapeau de cet article. 20 restaurants, des massages à gogo, des jardins hydroponiques et même une thérapie anti-âge. Tout est là pour se la couler douce. Donc là, on a vraiment une synthèse. Il y a vraiment tous les thèmes majeurs du boomérisme, mais combinés. On les trouve en permanence, en ordre dispersé, par-ci, par-là, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais là, ils sont tous au même endroit, c'est formidable, c'est la synthèse. Donc le but, qui est effectivement le but de la vie des boomers, c'est se la couler douce. Et se la couler douce où? Eh bien sur un navire de croisière, donc en fait une ville flottante, qui elle-même glisse sur les flots. Donc, vous voyez, je vais pas... plutôt si, je vais évidemment renvoyer au fameux ouvrage de Zygmunt Bauman, la société liquide. Voilà, donc les promoteurs en question, alors est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas? En fait, c'est un peu ça la question de l'article de Slate, mais ont décidé en fait de réaliser, si vous voulez, la société liquide, de la concrétiser, de la construire. Je continue ma lecture. Pour une somme allant de 875 000 dollars à 8 millions de dollars, les gens pourront vivre le restant de leurs jours en mer. Les frais annuels moyens, environ 62 000 dollars, soit 58 000 euros, couvrent tout, du service d'étage 24 heures sur 24 au massage. Les copropriétaires voyageront sur 6 continents et dans 150 pays différents.
Alors là, il y a quand même un mot qui retient l'attention, hein, c'est copropriétaire. Donc visiblement, là, il y a quand même un peu de la propriété, hein, dans l'histoire, hein, c'est-à-dire que ça doit pouvoir se revendre, j'imagine, à supposer que ça finisse par exister, hein, supposer que ce ne soit pas un simple schéma de Ponzi, hein, une simple arnaque pyramidale. Bon. Ce qui n'est pas totalement exclu, hein, c'est ce que semblent suggérer en réalité les journalistes de Slate. Mais, vous voyez, j'ai pour habitude, hein, de distinguer dans mon analyse du projet de grande réinitialisation. Donc il y a le Great Reset version Malray, le Great Reset version Schwab. Ce sont des dénominations plus ou moins conventionnelles, hein. Je n'ai pas de don de télépathie, je tenais pas la chandelle pendant l'écriture de Great Reset, un COVID-19 de Great Reset, théoriquement coécrit, en tout cas co-signé par Klaus Schwab et Thierry Malray, donc je ne peux pas savoir en réalité quelle partie relève plutôt de la pensée de Thierry Malray et quelles parties sont plutôt dues ou reflètent plutôt la pensée de Schwab. Au vu de leur parcours de vie et d'écriture antérieur, hein, précédent COVID-19 de Great Reset, on peut penser que là, on va dire le Great Reset de droite, hein, celui où une partie des non-milliardaires, hein, les prétoriens du mondialisme de gauche, donc entre autres la crème des boomers, hein, pourrait quand même finalement conserver un certain accès à la propriété privée, hein. Donc le vous ne posséderez rien et vous ne serez heureux, oui, bon, dans cette version-là, je l'appelle plutôt version Malray. C'est plus exactement vous ne posséderez rien et ils seront heureux, hein, il faut préciser. Et effectivement, c'est un peu ce que Malray et son équipe ont déjà réussi une fois, hein, parce que je le rappelle, donc pour les post-occidentaux vivant en Occident historique et qui n'ont pas tellement fréquenté le monde post-communiste, en Europe de l'Est, à vrai dire, la grande réinitialisation, ça a déjà eu lieu une fois, hein. C'était dans les années 90, c'était après 1991, et déjà un peu les années d'ailleurs avant, mais surtout après l'officialisation de la dissolution de l'URSS en 1991. Ça a été piloté par 4 grandes banques systémiques ayant toutes leurs sièges à Moscou, évidemment. L'une qui ont donc piloté le dépeçage, hein, sous le nom de privatisation. Alors privatisation, oui, mais enfin une privatisation très sélective, on va dire, hein. Donc le dépeçage de l'économie soviétique, donc la transformation d'une économie centralisée, en réalité déjà oligarchique, hein, dominée par une caste d'apparatchiks, mais qui ont changé de statut, hein. Ces apparatchiks sont devenus des oligarques, hein, c'est-à-dire que justement ils ont accédé à la propriété privée de ce que auparavant ils ne contrôlaient qu'en tant que membres, qu'à titre collectif, hein, donc en tant que membres du parti, hein, des hautes instances du parti. Bon, c'est ce qu'on a appelé la perestroïka, hein, en Russie. Alors c'est assez drôle pour ceux qui comprennent les langues slaves. Perestroïka, c'est un truc qu'en anglais on pourrait par exemple traduire par Build Back Better, hein. Bon, le better est implicite, disons, dans le mot russe, mais enfin, c'est à peu près ça, c'est-à-dire on détruit et puis on reconstruit. A priori, c'est pour reconstruire mieux, ou du moins plus en accord avec ses intérêts, hein, bon. Et l'une de ces banques se trouvait être la banque Alpha Bank, hein, qui existe toujours, et où on trouvait dans la direction à la fois justement Thierry Malray, donc qui deviendra un peu plus d'une décennie plus tard, un des piliers du Forum économique mondial de Klaus Schwab, d'une certaine manière le bras droit ou un des bras droits, un des lieutenants de Klaus Schwab, et finalement donc en 2020 son co-auteur ou son co-signataire, hein, du fameux texte du manifeste de la grande réinitialisation, qui est donc COVID-19 The Great Reset. Il n'était pas seul, hein. Il y avait du beau monde par ailleurs à la direction d'Alpha Bank. Il y avait notamment un certain Vladislav Surkov, né à Slambek Doudaïev, mais qu'on connaît depuis qu'il a une activité intellectuelle et politique sous le nom de Vladislav Surkov, à qui j'ai déjà consacré un podcast dans la série, je crois, Entendu à Budapest, parce que le prétexte en était un article que lui a consacré le soviétologue hongrois András Kostur. Et donc, je renverrai, je mettrai simplement un lien
hein, ici en description vers ce podcast pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la très intéressante personnalité de Vladislav Surkov, qui n'est autre que l'éminence grise du régime poutinien. Hein. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, il était très officiellement le conseiller du Kremlin en charge de définir l'idéologie du régime. Hein. Et donc, qu'il ait décidé, lui, de s'éloigner, de prendre sa retraite, ou qu'il ait été éloigné, bon, ça, c'est très difficile à savoir, mais enfin, toujours est-il que l'idéologie du régime en place à Moscou reste très largement, si vous voulez, le produit, hein, la créature du cerveau de Vladislav Surkov. Donc vous voyez, Surkov, Malray, hein, il y avait du beau monde à Alpha Bank, hein, ça a été non seulement une banque, mais visiblement aussi une école. Et c'est ce qui me pousse à parler de la grande réinitialisation version Malray. J'aurais pu dire version Surkov. Bon, simplement Surkov, c'est en Russie, hein, c'est à l'Est, c'est bon. Chez nous, ce serait Malray, hein, qui se trouve en plus être l'un des co-signataires, donc avec Klaus Schwab, de ce manifeste de la grande réinitialisation. Alors, par exemple, les politiques qu'on voit mener depuis une demi-douzaine d'années maintenant, hein, par l'équipe Macron. Hein, donc, Macron en tête, mais derrière le reste des young leaders, hein, Véran, Attal, enfin toute la fine équipe. De mon point de vue, c'est assez clairement une mise en œuvre de la grande réinitialisation version Malray. Hein, donc on va dire la grande réinitialisation entre guillemets de droite. Tout ce projet, comme tout le mainstream idéologique davosien, est évidemment fondamentalement de gauche. Hein. C'est un projet fondamentalement progressiste, mais dans les modalités, en quelque sorte, d'application, de mise en œuvre, c'est-à-dire aussi, en réalité, dans les stratégies pour mener ce bateau à bon port sans sans subir de mutinerie, hein, de la part des descendants. C'est quand même ça l'objectif. Bien. Il y a des options stratégiques divergentes. Hein, donc exactement comme en politique française, vous avez la grande réinitialisation version Macron, c'est celle qu'on est en train de subir maintenant déjà depuis au moins 3 ans, mais on pourrait remonter au-delà. Et puis il y a le projet alternatif qui est la grande réinitialisation version Mélenchon. Hein. Mélenchon ne remet absolument pas, au contraire. Mais Mélenchon, c'est d'une certaine manière, c'est un jusqu'au-boutiste de la grande réinitialisation. Mais alors lui, ce serait plutôt un partisan de ce que j'appelle la grande réinitialisation version Schwab. Hein. Alors là encore, c'est une dénomination conventionnelle. Est-ce que c'est vraiment l'option, la préférence personnelle de Klaus Schwab? Ce que moi je décris sous ce nom, je n'ai pas les moyens de le vérifier. Hein. Simplement, effectivement, dans cette version-là, qui, on va dire, est encore un peu plus utopiste, en réalité, que l'autre. Hein. Parce que, bon, la version Malray, c'est ce qu'on a vu dans les années 1990, dans la post-Union soviétique, hein, en Europe post-soviétique. C'est-à-dire la grosse dévaluation inflation qui remet pratiquement tous les comptes à zéro, hein, qui réduit les économies de tous les gueux à zéro. Pendant ce temps, il y a une petite clique d'oligarques qui fait main basse littéralement sur le pays, hein, on pourrait même dire le continent, hein, puisque l'Union soviétique c'était un pays de la taille d'un continent, qui empoche l'essentiel des actifs, de la structure de production. Et puis ensuite, on redémarre, hein, c'est les années Poutine, donc on réindustrialise, hein, selon les beaux projets que vous soumettent régulièrement certains souverainistes, par exemple. Mais ils ne parlent jamais, hein, ils vous disent « Ah, il va falloir se remettre au travail, enfin, construire des usines. » Mais qui va posséder les usines, du coup? Parce que si on rebat pas les cartes un peu d'ici là, les usines, elles vont appartenir à qui? À Bernard Arnault, à Bolloré, donc on va continuer non seulement sur la même ligne, mais en fait de plus belle. Hein. Donc ce sont ce sont des souverainistes, des libertariens, des amis du peuple, hein, et des éducateurs du peuple. Mais bon, en réalité, la grande réinitialisation, du moment que c'est la version Malray, et que donc ils ont l'impression qu'ils pourraient y récupérer quelques billes, c'est pas plus mal. Hein. Allez, au travail les descendants, au travail, assez d'avachissement, là, allez, du nerf. Voilà. Et puis en regard, donc, vous avez l'utopie absolue, hein,
c'est-à-dire, entre autres, la technolatrie, hein, le transhumanisme, donc c'est Schwab, c'est Harari. Alors, pourquoi est-ce que je range plutôt Schwab, à titre personnel, dans cette catégorie-là? Ben parce que ses ouvrages précédents, et notamment la quatrième révolution industrielle, hein, c'est-à-dire jusqu'au début du Great Reset effectif, jusqu'au Covidisme, en fait, son cheval de bataille, c'était plutôt ça, hein. C'était la nano. Alors vous me direz, la nano, on la retrouve, hein, puisque les fameux sérums, enfin bon, voilà. Donc on n'aura plus besoin d'hôpitaux, parce qu'il y aura des injections miracles, voilà. Donc vous vous cassez une jambe, on vous fait une piqûre, hein, et puis ça ira beaucoup mieux. Et donc la fusion. Et là, on revient à ce projet de croisière, hein, parce que le titre, je trouve, est un peu. Alors, le titre est rassurant, hein, c'est-à-dire vivre en croisière jusqu'à la fin de ses jours. Oui, mais c'est quand la fin de ses jours? Et là, vous allez voir qu'on arrive en plein transhumanisme, hein. Parce que bon, du moment qu'il y a une somme, hein, alors j'imagine en fonction des degrés de luxe, hein, donc troisième classe, deuxième classe, première classe, comme sur le Titanic, c'est pas les mêmes prix, hein, donc ça peut être, j'ai vu, on peut s'en tirer sous 1 million de dollars, mais ça peut aussi coûter 8 millions de dollars, hein, donc ça va de 1 à 8, comme probablement les degrés de confort, ou bon. Oui, d'accord, mais enfin que ce soit 900 000 dollars ou pas loin, ou 8 millions, euh, si c'est du loyer, ça veut dire que ça a été calculé en partant d'une période locative estimative, hein. Donc je ne sais pas, on s'est dit sur 30 ans, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant, quand le promoteur interrogé, donc, je ne sais quel journaliste cité par les journalistes de Slate, parle des copropriétaires, hein. Donc s'ils sont copropriétaires, effectivement, c'est pas forcément du locatif, hein. Donc ça veut dire, bon, bah, une fois que c'est acheté, c'est acheté. Alors ensuite, il leur arrive ce qui leur arrive. Éventuellement, ils peuvent le vendre, le léguer, etc. Bon. Or, justement, l'article, donc en fait, les déclarations des promoteurs citées dans l'article, bon, bah, entre dans de grands détails sur le nombre des restaurants, les petits marchés bio qui fonctionneront grâce à ces jardins hydroponiques, enfin, les massages, toutes les activités, enfin c'est une sorte d'EHPAD de luxe, sur un vaisseau de croisière. Bon. En revanche, il n'est pas question d'hôpital, par exemple, ou de morgue, ou de crématoire, hein. Et il est en revanche question de massage et de technologie anti-âge avec des changements d'hormones. Alors, est-ce que c'est vraiment les hormones qu'on change ou peut-être le sang, vous voyez, qu'on va peut-être prélever dans des organismes un peu plus jeunes et un peu plus pauvres? Bon, je ne sais pas, hein, c'est des idées comme ça qui me passent par la tête, mais toujours est-il qu'il y a, en tout cas dans ce marketing, hein, parce qu'il se pourrait que tout cela ne soit d'ailleurs qu'un marketing, exactement comme la fameuse quatrième révolution industrielle, comme toute cette grande réinitialisation de gauche, hein, la version Schwab-Harari, qui, à mon avis, est avant tout un discours, hein, c'est de la poésie, hein, vous voyez, donc relayé par exemple dans l'espace francophone par un type comme Laurent Alexandre, vous voyez, qui a l'air de lui-même de croire, hein, dur comme fer, que oui, oui, bah écoutez, vous allez devenir immortel parce qu'on va vous transférer, vous voyez, sur le chip du smartphone. Voilà, donc vous allez devenir votre smartphone, hein. Et donc Attali de renchérir, bah oui, bah, du moment que vous devenez un objet, bah, vous êtes immortel, puisque les objets ne meurent jamais, hein, ce qui est strictement, ce qui est tout à fait exact, je dois dire. Alors bon, c'est un peu ennuyeux quand même, hein, puisque bon, les smartphones, effectivement, bah, ne meurent jamais, hein, c'est-à-dire si je ne me mets pas à le fracasser au marteau, je le laisse là sur la table, vous revenez, personne ne passe dans cette pièce, vous revenez dans 2 siècles, il est toujours au même endroit, si ça se trouve, il est encore chargeable, à moins que la batterie est un peu pourrie, ou bon, oui, d'accord, mais enfin, c'est un smartphone. Donc, par exemple, vous pouvez pas le nourrir au café gourmand, hein. Vous ne pouvez pas l'emmener au restaurant, pour que un personnel de métier sous tension, hein, un personnel diversitaire importé spécialement puisse, à la plonge et au service de table, etc., lui présenter ses cocktails, etc. Donc, c'est un peu... bon, donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le speech, hein, le pitch, voilà, le pitch commercial, hein, la réclame, hein, la retape ne s'appesantit pas sur ces aspects-là, hein.
À mon avis, si jamais ils finissaient par construire le truc, il y aurait plutôt un endroit, une morgue et un crématoire, hein, notamment vu la moyenne d'âge, je dirais, des copropriétaires. Je pense que ça serait assez raisonnable, à moins qu'ils aient prévu un truc réellement vert, quoi, puisque bon, l'humusation en mer, ça a l'air compliqué a priori, mais il y a les requins, hein. Les requins, c'est une forme de recyclage, hein. Finalement, comme la femme était l'avenir de l'homme, bah, finalement, en fin de compte, ce sera peut-être le requin qui sera l'avenir du boomer, hein. Ça, faudra voir à l'usage. Bon, en tout cas, ça n'a pas été évoqué donc dans le matériel de marketing, hein. Bon. Alors, comment est-ce que ce projet pharaonique est arrivé sous nos yeux, et notamment donc sous la plume des journalistes de Slate? Ça n'est évidemment pas parce que quiconque à la rédaction de Slate aurait, comme nous, mesuré le potentiel de révélations boomérologiques, hein, contenues dans ce projet, ou peut-être que si, d'ailleurs, mais enfin, Slate, c'est pas l'endroit pour en parler, hein, vous comprenez bien, hein, c'est Slate, c'est pas Modeste Schwartz, hein, D'ailleurs, m'étant retrouvé récemment sans emploi, hein, je n'ai pas envoyé de CV à Slate, vous voyez, c'est bon. Non, la raison qui a donc attiré l'attention de Slate après d'autres organes de presse sur ce projet, c'est qu'il se pourrait bien qu'il s'agisse en réalité d'un Ponzi, hein. C'est-à-dire que d'après certains anciens employés du projet, les promoteurs auraient la mauvaise habitude, je dis ça, hein, sous réserve, enfin c'est une citation, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une pure calomnie, allez savoir. Enfin, ils auraient la mauvaise manie comme ça de vendre leur projet à des investisseurs qui leur envoient très enthousiastes, mais justement, en réalité, le vrai thème pour moi, hein, de cette causerie, c'est pas le rafio, c'est l'enthousiasme des investisseurs qui doivent eux-mêmes être des boomers, hein. C'est ça en fait qu'il faut interroger, hein. C'est là qu'on a notre vrai sujet. Bon, enfin, voilà, les investisseurs sont tout feu tout flamme, ils leur virent aussi sec que quelques millions de dollars, hein, pour la mise en place, les préparatifs, voilà, et pour être bien positionnés, hein, quand même dans cette structure d'investissement. Après quoi, les promoteurs deviennent injoignables, hein, ils ne répondent plus au téléphone, etc. Et puis, sous-entendu, 6 mois plus tard, ils vont contacter d'autres investisseurs potentiels, éventuellement d'ailleurs, va les savoir, peut-être en leur versant déjà quelques dividendes sur le... Donc bah, c'est le fonctionnement classique des schémas de Ponzi, hein, des arnaques pyramidales. C'est du Bernie Madoff tout craché, mais là aussi, il ne faut pas juste en rester, vous voyez, à une espèce de critique moralisante. Ah là là, l'avidité, l'avarice comme c'est mal, ces arnaqueurs, généralement issus de Wall Street, hein, bon, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est la crédulité. Ce qui est intéressant, comme d'habitude, c'est l'horizon d'attente. C'est comment est-ce qu'on peut finir par tomber dans ce genre de panneau. Parce que quand vous regardez bien, derrière le pitch, derrière la retape d'un Bernie Madoff, ou peut-être là des promoteurs, allez savoir, ils relèvent peut-être de la même catégorie, on verra. Vous avez une sorte de business model qui débouche sur l'infini, hein, donc potentiellement sur l'immortalité, vous voyez, rationnellement, théoriquement, c'est pas possible. Vous voyez, même les mines d'or, tout ça, en principe, il y a toujours un plafond à un endroit. Alors que quand on vous présente le business model imaginaire, hein, bien entendu, d'une arnaque pyramidale, il n'y a pas de plafond. Vous voyez, donc la limite, c'est le ciel étoilé, hein, comme disent les Américains. Et la propension quand même de tellement d'Occidentaux, et notamment de riches et de vieux Occidentaux, de boomers, hein, à prêter foi à ce genre de bobard, est en soi, je dirais, un sujet majeur d'histoire culturelle, hein. Puisque, en fait, c'est la même utopie que là, le rafio, là, donc la croisière s'amuse du booméristan qui va mettre le cap, hein, sur l'éternité, une éternité de restos, une éternité de petits marchés bio alimentés par des jardins hydroponiques, une éternité de massage, hein. Et là, on en revient à mes dadas à moi, hein, donc des dadas, si vous voulez, linguistiques, littéraires, hein, de philologues. C'est les noms, hein, donc, que ces promoteurs
ou peut-être ces petits Bernie Madoff, allez savoir, en tant que les inventeurs du projet, hein, qu'ils soient réels ou purement imaginaires, ça ne change pas grand-chose en réalité. Les noms qu'ils ont choisi de donner, alors la société, hein, qui chapeaute tout ça se nomme Storylines, hein, c'est-à-dire des scénarios d'histoire, hein, de récits en fait, de stories, hein, donc, comme dans le milieu journalistique, comme dans la communication politique, hein, c'est-à-dire la spécialité si vous voulez, d'un Ségala en France, d'un Surkov en Russie, hein, et j'aurai encore d'autres exemples que je ne citerai pas, entre autres, du fait de préoccupations de sécurité personnelle. Et donc cette société qui s'appelle Storylines, hein, il faut oser, hein, lance donc un projet de navire de croisière qui, si jamais il était un jour construit et finissait par toucher l'écume salée de la mer, hein, comme auraient dit les Grecs, ce navire s'appellerait MV Narrative. Narrative, c'est-à-dire, une fois de plus, récit. Hein, story, narrative. Bon. Ce qui nous rappelle que le binôme d'écrivains, ou tout du moins de signataires, hein, Schwab-Malray, n'en est pas resté à son grand succès planétaire, hein, à la fois dans la lecture et dans la mise en œuvre, je dirais, hein, de COVID-19, The Great Reset, hein, leur best-seller de 2020. 2 ans plus tard, ils ont remis le couvert pour un nouvel ouvrage co-signé par le même binôme. Alors même s'il y a eu plein d'autres auteurs, puisque en fait c'est une compilation, si vous voulez, de ce que mon ami, l'avocat et écrivain roumain Liviu Oltean appelle l'expertologie. Hein. Donc ils avaient réuni dans je ne sais plus quel émirat une belle brochette d'experts davosiens, hein, qui arrivent curieusement toujours aux conclusions qui sont celles, hein, de la doctrine de Schwab. Et donc c'est l'expertologie, hein, donc c'est une sorte d'anthologie de l'expertologie, voilà, donc compilée et avec une introduction co-signée, hein, donc par Schwab et Malray. Et ce volume-là, hein, donc là, le deuxième tome des œuvres complètes, hein, du binôme Schwab-Malray, s'intitule en anglais, je ne sais pas si entre-temps ça a été traduit en français, en tout cas en anglais, moi je l'avais lu en anglais, ça s'appelait The Great Narrative. Hein, donc vous aviez d'abord The Great Reset, et ensuite c'est un peu comme si les masques tombaient. Hein. En fait, c'est quoi le Great Reset? Notamment, je précise, dans ce que moi j'appelle la version Schwab, hein, le Great Reset de gauche, eh bien en fait c'est un Great Narrative, hein, c'est un grand récit. Hein. Or, le Rafio, là, alors réel ou imaginaire, il devrait aussi s'appeler comme ça. Hein. MV, je ne sais pas ce que c'est censé représenter d'ailleurs, mais enfin, c'est une abréviation. Mais MV, narrative. Hein. Donc, ces gens-là veulent littéralement, là pour le coup, littéralement, ils veulent vous embarquer, alors pas gratuitement, hein, il y a quelques frais, hein, mais ils veulent vous embarquer sur un récit. Hein. Donc, monter sur notre récit, voilà, et donc on va... vous allez vous éloigner des côtes, hein, vous éloigner de ce monde affreusement réel, affreusement carboné, bisexué, avec ces séparations ethniques, vous voyez, enfin le monde d'Homo sapiens, hein, odieux, hein, voilà, et voguer vers le paradis boomérologique, hein, à bord de quoi? À bord d'un récit, hein, à bord d'une narrative. Alors, encore une fois, il est tout à fait possible que, en réalité, le jour venu, vous voyez, au port de aller savoir quel port, etc., enfin, il n'y ait strictement aucun navire, hein, que voilà, les gens se soient juste fait détrousser. C'est possible. Si jamais ils le construisent, il n'est pas non plus impossible que, finalement, le terminus de la croisière, ce soit l'estomac de certains requins. Hein. Exactement comme il y avait eu une entreprise, je me souviens plus exactement, ça devait être aux États-Unis, une entreprise de cryogénisation. Hein. Vous savez, faites-vous congeler pour ne pas rater les nouvelles technologies de l'immortalité une fois qu'elles seront prêtes. Et donc il y a plein de gens comme ça qui s'étaient fait congeler, mais enfin c'était aussi une arnaque, et donc les promoteurs avaient disparu au bout d'un moment avec le fric.
et en oubliant de payer les factures d'électricité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les congèles n'ont plus été alimentés, et puis bon, bah, tout ça est évidemment pourri, on a fini par retrouver voilà, des cadavres décomposés dans des congélateurs éteints. Hein. Alors je me souviens plus exactement est-ce que c'était en Arizona? Est-ce que ça fait très Arizona hein, comme histoire, c'est bon. Euh, Parce qu'il y a aussi, ouais, il y a un côté Las Vegas, un peu, c'est bon. Les boomers, en fait, ils ont très envie de jouer à la roulette avec Dieu. Hein. C'est un peu leur programme. Bon. Et en général, ils perdent. Bon. Euh, alors, je ne sais pas si ceux qui auraient souvenir de cette histoire pourront éventuellement me éclairer ma lanterne en commentaire, hein, me mettre des liens. Ça m'intéresserait de retrouver en fait l'histoire. Mais encore une fois, c'est pas ça l'important. Hein. Ce qui va en réalité advenir de ce projet, si ça va être construit, si ça va pas être construit. Non, ce qui est vraiment, ce qui mérite notre attention, c'est qu'il est possible hein, de stimuler, hein, de faire rêver hein, les boomers avec ce genre de projet, que ce soit pour leur vendre un service et une infrastructure réellement existante ou juste pour les arnaquer, ça ne fait pas de réelle différence du point de vue de l'histoire culturelle. Hein. Le fait est que là, les promoteurs, ils ont touché la bonne corde, hein, ça marche. Et il faut se demander pourquoi ça marche. Et je dirais parce que la poésie, hein, le marketing c'est de la poésie, hein, donc leur, euh, leur récit justement, hein, leur narrative, alors est-ce qu'il finira par exister sous forme métallique, etc., ça c'est une autre question, mais en tout cas là dans les déclarations, les citations, les textes, hein, dans le marketing, ben, il existe, et ce récit, il colle parfaitement à l'utopie boomérologique. Hein. Parce qu'avant tout, c'est un récit, je dirais, c'est une allégorie mondialiste. Hein. Donc, on va voyager à travers 170 pays, je crois, un truc comme ça. Alors, à travers, bon, en réalité, c'est-à-dire accoster, et puis peut-être descendre, faire quelques photos, et puis repartir. Hein. Donc, ça, c'est la conception, en fait, c'est quand les boomers vous parlent de diversité, en fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Hein. C'est-à-dire que c'est fatigant, vous voyez, toujours les mêmes arcades, toujours les mêmes styles architecturaux, tout ça. Non, eux, ils ont du fric, donc ça, c'est pour les gueux, vous voyez, qui vont se loger en Airbnb. Alors, Airbnb, c'est connu, ça finit par se ressembler comme deux gouttes d'eau. Hein. Vous changez de continent, vous arrivez dans le même Airbnb. Bon. Mais non, justement, eux, c'est comme ils ont quand même quelques millions au sec, bon, ils voudraient quand même un peu plus de diversité. En fait, ça veut dire ça. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse y avoir une diversité réelle, donc par exemple des habitus, des morales, etc., ça en revanche, ça les. Alors là, oulala, l'autre salaud là qui voudrait voiler des femmes, tout ça, tu me bombardes tout ça au phosphore blanc tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc la diversité réelle en fait culturelle de l'humanité, non, ça ils sont contre. Mais en revanche, un peu de couleur locale. Hein, c'est le projet, c'est aussi vieux que la bourgeoisie. Hein, c'est le projet du folklorisme. Hein, donc le costume populaire. Donc voyons. Alors ces danses macédoniennes, c'est comment hein. Donc érigeons une scène hein, en bordure de la terrasse, donc cette terrasse où le booméristan est assis, hein, attendant que les diversitaires viennent leur servir leur apérole spritz. Voilà, c'est une utopie sans frontiériste, hein, par définition. Hein, le navire, si jamais un jour il existe, vaudra la plupart du temps, hein, on peut l'imaginer, dans des eaux internationales. Hein, donc c'est tout à fait, vous voyez, la société liquide hors des frontières nationales. Hein, c'est génial. Alors simplement, donc le MV Narrative hein, repart, hein, tout le monde, hein, dans le petit port si pittoresque de tel ou tel continent, tout le monde n'est pas autorisé à monter à bord. Hein. Donc il y a les copropriétaires, hein, je vous disais, c'est la grande réinitialisation, version Malray. Hein. Donc les oligarques remontent sur le rafio pour retourner dans les eaux internationales, et puis bon, bah, vous avez les sans-dents, les gueux, hein, qui les ont un peu amusés pendant un jour ou deux, là, qui ont exécuté des danses folkloriques, etc. Et qui vont, bah, eux, ils sont toujours l'estomac vide, là, ils regardent l'estomac vide, vous voyez, ils regardent le Booméristan, hein, la croisière, le Booméristan, la croisière qui s'amuse hein, du Booméristan, hein, s'éloigner à nouveau vers l'horizon des eaux internationales, voilà, et puis en agitant des mouchoirs, hein, goodbye boomers, voilà.
Donc j'aurais envie de dire que c'est du néolithique de luxe. Hein. Puisque d'une certaine manière, et ça on l'a vu, on l'a très bien vu au moment du mouvement hippie. Hein. Puisque bah, finalement la première grosse éruption hein, de boomérisme, à une époque où les boomers étaient jeunes d'ailleurs, hein, qu'on m'accuse pas de faire de la propagande anti-vieux comme ça, que la boomérologie, ce serait juste la haine des vieux. Non, 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 pas du tout. Bah, les boomers, ils ont été jeunes. Hein. Notre problème en ce moment, c'est justement qu'ils ne le sont plus. Ouais, parce que, alors, ils faisaient déjà pas mal de mal quand ils étaient jeunes, mais enfin, au moins, ils arrivaient à s'amuser. Ils n'avaient pas besoin de nous mettre en scène des apocalypses pour s'amuser. Hein. Entre autres, parce qu'ils avaient moins de problèmes érectiles, parce que, bon, enfin, ouais, hein, des questions physiologiques aussi. Hein, bon. Et quand ils étaient jeunes, ils étaient hippies. Hein. Et c'est quoi hippie? C'est de la jeunesse gâtée, hein, des beaux quartiers, qui retourne dans je ne sais quelle montagne ou plateau du Larzac, etc., pour vivre l'utopie paléolithique. Hein. Donc l'utopie rousseauiste, hein, donc plus de clôture hein, autour des propriétés, pas de propriété privée, voilà. Donc, comme avant la révolution agriculturelle, hein, comme avant l'agriculture, comme avant le néolithique, c'est-à-dire comme à l'époque paléolithique, eh ben, on va errer dans les forêts, hein, cueillir un champignon par-ci, une framboise par-là, peut-être chasser. Bon, à l'époque, ils n'étaient pas encore 100% véganes, donc là, ensuite, il y a eu divergence, hein, il y a eu scission idéologique, mais à l'époque, bon, éventuellement chasser par-ci par-là un lièvre, une perdrix, voilà, et puis se faire ça au feu de camp. Et puis tout est en commun, hein, comme effectivement c'était probablement le cas, oui, dans ces petits groupes hein, au Paléolithique, l'humanité, la densité démographique était très basse, et pour cause, hein, des chasseurs-pêcheurs ne peuvent pas vivre très nombreux ils ont besoin de très grandes superficies, hein, donc de cueillette, de chasse, etc., pour un nombre relativement réduit d'individus. Et puis, bon, accessoirement, ils mouraient quand même beaucoup et jeunes, hein, puisque bon, bah, les forêts, notamment en hiver, vous voyez, donc mine de rien, le néolithique, ça a quand même apporté une amélioration substantielle hein, de l'espérance de vie, du confort, etc. Alors ça, c'est la partie qui est un peu occultée hein, dans ces utopies, là, donc, sur le navire de croisière, tout ça. Non, non, il y a des restos, rassurez-vous. C'est bon. On va vous servir votre salade de quinoa bon, venant des jardins hydroponiques. Hein. Donc il y a quand même il y a des petites incrustations comme ça de néolithique dans ce paléolithique artificiel hein, que se recrée. Voilà. Et puis alors, un autre aspect du paléolithique qui a toujours beaucoup séduit les boomers, et le mouvement hippie en était un exemple, c'est un stade culturel de l'humanité qu'on reconstitue, que les archéologues reconstituent, etc., probablement antérieur à la privatisation des femmes. Hein. Donc, vous voyez, l'âge d'or hein, de l'égalité des sexes, hein, comme disent les boomers, ben, c'est le paléolithique. Hein, donc l'humanité des grottes, l'âge de pierre, revêtus de peau, plus ou moins d'animaux, plus ou moins séchés, plus ou moins tannés, bon, ben c'est l'utopie, oui, là je veux dire, c'est le Woodstock d'origine, hein, le Woodstock historiquement attesté hein, dans les années 60, c'était en fait, ça se voulait un, une reconstitution, hein, comme on fait des reconstitutions historiques de la bataille, d'Austerlitz, bon. Ben là, c'était la reconstitution historique du Woodstock d'origine. Le Woodstock d'origine, c'est le paléolithique. Hein, où, bon, un peu comme chez les mammifères supérieurs, hein, alors il y a quelques espèces qui sont plus ou moins monogames, mais enfin, généralement, bon, voilà, là, on chope un lièvre, on chope une perdrix, on chope une femelle, hein, sur Tinder, disons, bon. Et puis, ensuite, c'est plus ou moins consensuel, mais en tout cas, c'est libre. Vous voyez, il n'y a pas de privatisation des femelles, donc il n'y a pas l'odieux patriarcat, hein, c'est-à-dire la détestable famille. Hein, je cite un pré-boomer hein, parmi les plus éminents, André Gide, hein, famille, je vous hais. Oui, le booméristan et la famille. Et vous voyez, justement, dans l'utopie maritime, là, hein, touristico-transhumaine là, du MV Narrative, alors il n'est pas tellement question de famille, hein, même si à un endroit il est vaguement question d'école, donc il y a certains boomers qui ont peut-être des petits-enfants qui pourraient venir passer, vous voyez, un mois sur le Rafio ou des trucs comme ça. Bon, ils ont pensé à eux aussi, hein, hein, quand on cherche des investisseurs hein, ou des pigeons, bon, il faut toujours ratisser assez large. Bon. Mais il est avant tout question de massage. Hein, donc j'imagine qu'il devrait y avoir
un contingent assez consistant hein, de Thaïlandaises ou de Thaïlandais, enfin la différence est souvent un peu évanescente, mais qui s'occuperait hein, donc aussi du confort physiologique, on va l'appeler comme ça, hein, physiologique des boomers. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait logique. Hein, c'est-à-dire le boomérisme, c'est le refus de la territorialité, c'est le sans-frontiérisme, et c'est aussi la détestation des structures familiales. Hein, c'est la génération hein, de l'Occident historique qui a saccagé les structures familiales parce que cette bisexuation, hein, exactement comme la séparation de l'humanité en ethnies, chacune avec ses prétentions territoriales, etc., ils y sont absolument allergiques. Hein. Le booméristan ne supporte pas qu'on privatise des femmes, alors surtout si en plus on les voile pour, voyez, marquer la privatisation. Alors là, non. Ah là, non, non, non. Ou la privatisation de territoires. Bon, la privatisation de cabines de luxe, hein, d'appartements flottants à 8 millions de dollars sur des rafios, là, ça passe déjà un peu mieux. Hein, puisque, comme je le disais en introduction, hein, là, visiblement, le projet, c'est quand même plutôt que nous ne posséderons plus rien, et ils, eux, les boomers, seront heureux. Alors, heureux dans les cabines, dans les restaurants flottants, tout ça, ou à terme dans l'estomac de certains requins, bon, ça reste à voir, les paris sont ouverts. Et donc, en attendant le résultat des courses, je vous recommande chaudement, hein, par ces jours de sécheresse humide, de circuler, étant donné qu'il n'y a absolument rien à voir.